Ici Sylvain Lamarche et bienvenue à l'émission Justice citoyenne. Comme vous le savez, Justice citoyenne est une émission qui fait appel à la participation des citoyens et à la participation de multiples acteurs et intervenants issus des multiples organismes communautaires qui sont voués à la défense et à la promotion des droits dans le domaine de la santé et dans le domaine du travail. Aujourd'hui, nous allons traiter au sujet de l'émission de la loi sur l'aide juridique et de la problématique d'accessibilité à la justice. Nous aurons comme invité de représentants de la clinique juridique de Pointe-Saint-Charles. Et comme on le sait, l'aide juridique a connu multiples développements depuis sa fondation et les barèmes d'admissibilité à l'aide juridique nous font croire que l'accessibilité à la justice peut être compromise à cause des non-changements des barèmes d'admissibilité à la justice. Et nous allons traiter de cet aspect au courant de l'émission. Donc, pour nous parler aujourd'hui de la loi sur l'aide juridique et de l'accessibilité à la justice, nous avons comme invité Maître Stéphane Proulx du service juridique communautaire de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne. Bonjour, Maître Proulx. Bonjour, Maître Lamarche. Service juridique communautaire de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne, ça existe depuis combien de temps? C'est un organisme qui a été créé en 1970, alors donc ça fait 45 ans que ça existe présentement. Et donc, ça a été créé au début des années 70, puis à l'époque, il y avait quelques cliniques juridiques comme ça. C'était donc avant l'instauration de la loi sur l'aide juridique. Parce qu'à l'époque, c'est ça, il n'y avait pas d'aide juridique. Là, c'était un peu, là, il y avait le barreau qui faisait de l'assistance judiciaire dans les années 50, dans les années 60, et le gouvernement n'était pas du tout impliqué là-dedans. Donc, c'était soit des initiatives comme le barreau, ou dans les années 70, à ce moment-là, ce sont des citoyens qui ont mis sur pied un peu là, à Montréal, puis à Sherbrooke, puis à différents endroits au Québec, là, des cliniques juridiques. Donc, la clinique juridique de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne est un peu l'ancêtre et même le mouvement fondateur de l'aide juridique comme on le connaît aujourd'hui. Effectivement, je pense que ça a servi un peu de modèle à l'implantation du réseau de l'aide juridique qui a été instauré en 1972. En 1972, il existait quelques cliniques juridiques. Il y en a certaines qui ont été intégrées ou enfin qui ont été financées par le réseau de l'aide juridique en 1974, dans notre cas. Il y en a d'autres qui ont essayé de survivre là, sans le support du ministère de la Justice. Et présentement, on est la seule survivante, si on veut, là, des cliniques d'aide juridique qui avaient été créées dans la mouvance des années 70, parce que c'était une époque importante à ce moment-là. D'accessibilité à la justice. Toute la transformation de la société au Québec là, dans les années 60-70, donc l'assurance maladie, la loi de protection du consommateur, tout ça s'est arrivé un peu dans ces années-là. Et c'est ça, la clinique juridique là, était un peu parmi là, toutes ces nouvelles choses-là qui étaient... Et quelle est cette particularité qui a été développée par la clinique juridique? Bien, la particularité, c'est que c'est un organisme qui a été créé par les citoyens puis pour les citoyens. Alors, c'est pas une grosse boîte là, qui est au centre-ville, au 20e étage d'une tour. C'est un petit bureau qui est donc à l'image du quartier, à l'image des gens qui l'ont créé. Et c'est à l'échelle là, du quartier. On essaie de rendre des services proches des gens, de rester là, en fonction des besoins des personnes. Et la particularité de ce bureau-là, c'est que il y a un conseil d'administration qui est composé de citoyens, d'usagers, si on veut, de citoyens, n'importe qui adhère à la mission de l'organisme peut se présenter à l'Assemblée générale annuelle, parce que c'est un OSBL, c'est-à-dire c'est un organisme sans but lucratif avec donc un statut là, de compagnie là, sans but lucratif. Et donc, il y a une assemblée générale durant laquelle les personnes viennent assister pour savoir qu'est-ce qu'on a fait pendant l'année, voir quels sont le plan pour l'année à venir, et puis ils peuvent se présenter sur le conseil d'administration, puis à ce moment-là, ils deviennent un peu là, les patrons, les dirigeants d'organismes. Et les autres organismes communautaires gravitent autour. C'est ça. Et il y a des participations aussi de l'organisme, de la clinique juridique, avec les autres organismes communautaires. Quels autres organismes communautaires participent? Bien, d'abord, sur le conseil d'administration, il y a 10 citoyens et il y a
a des organismes aussi du quartier qui peuvent être membres. Donc, c'est non seulement des citoyens, en majorité, ce sont des citoyens, mais aussi des postes pour des organismes de Pointe-Saint-Charles et de Petite-Bourgogne. Alors, en ce moment, il y a le CEDA, qui est un organisme d'éducation populaire qui fait partie du conseil d'administration. Ça, c'est pour la Petite-Bourgogne. Et puis, pour Pointe-Saint-Charles, c'est un organisme qui s'appelle Madame prend congé. C'est un organisme qui vient en aide à des femmes de Pointe-Saint-Charles. Là. Donc, mais au-delà de ça, le travail au quotidien, là, parce qu'on ne fait pas juste aller à la cour puis représenter les personnes, au-delà de ça, il y a comme un travail de concertation qui se fait avec tous les autres organismes, tant ceux de Pointe-Saint-Charles que ceux de Petite-Bourgogne. Donc, oui, ce sont les organismes communautaires qui sont voués à la défense et à la promotion des droits dans plusieurs secteurs, en droit social, en droit du travail, en droit de la santé. Tout à fait. Par exemple, à Pointe-Saint-Charles, il y a une table qui s'appelle Action Gardien qui regroupe peut-être une quarantaine de groupes du quartier Pointe-Saint-Charles. Donc, ce sont des groupes, par exemple, à la clinique médicale de Pointe-Saint-Charles, la clinique communautaire. Il y a des groupes qui s'occupent de personnes sur l'aide sociale, de personnes pour des banques alimentaires. Enfin, il y a une quantité d'organismes qui siègent là, sur ces tables de concertation-là, tant à Pointe-Saint-Charles qu'à Petite-Bourgogne. Et notre organisme fait partie de ces tables-là. Donc, les actions qu'on entreprend ou des décisions qu'on prend sont un peu en fonction là, des besoins qui sont exprimés par ces tables-là. Puis donc, on essaie de rester au diapason du quartier puis de voir c'est quoi les luttes qui sont entreprises par les personnes de ces différentes organisations-là, puis de rester en lien avec tous ces partenaires-là qui composent un peu le tissu communautaire des quartiers qu'on dessert, c'est-à-dire Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne. Et au niveau de la loi sur l'aide juridique, dont vous accomplissez aussi des mandats de représentation des citoyens auprès là, des organismes, auprès des tribunaux, auprès des organismes. Et donc, vous êtes quand même... c'est la loi sur l'aide juridique qui s'applique. Donc, les gens doivent être admissibles à l'aide juridique là, pour faire appel aux services de la clinique, des avocats de la clinique. C'est ça, parce qu'on a comme un double mandat. Donc, un organisme à but non lucratif, mais en même temps, on a le mandat d'offrir les services d'aide juridique pour les personnes qui habitent ces deux quartiers-là. C'est particulier parce qu'ailleurs, c'est pas comme ça. Il n'y a pas d'organismes qui ont deux mandats. Les organismes qui offrent l'aide juridique partout ailleurs au Québec, bien, ils n'ont pas vraiment ce double statut-là. Ils doivent se limiter à fournir les services d'aide juridique. Tandis que nous, compte tenu de notre particularité, on offre le mandat aide juridique, mais aussi le côté communautaire et d'implication, puis de donner des conseils à des OSBL, au groupe des aînés, par exemple, qui veulent, par exemple, changer leurs règlements généraux. Ils ne savent pas comment faire ça. Nous, on est des avocats, on est capable de les aider pour faire ça. Donc, c'est un modèle qui est particulier et qui est vraiment intéressant au niveau d'une justice participative, une justice citoyenne, puisque, en plus de faire de la défense, vous faites aussi de la promotion des droits, de l'accompagnement et finalement un rôle de conseil préventif auprès des autres organismes qui font appel à votre expertise légale, à votre expertise légale pour les aider dans leur fonctionnement en tant qu'organisme communautaire. Les gens peuvent appeler, d'abord les individus peuvent appeler là, pour parler à un avocat, parce qu'à tous les jours, il y a quelqu'un qui est responsable de prendre les appels de personnes là, qui veulent avoir des informations juridiques, mais il y a aussi des gens, des organismes qui peuvent appeler pour nous demander des renseignements là, par rapport à la loi sur les compagnies ou enfin des problèmes là, qui sont en lien avec les organisations là, dans lesquelles ils travaillent, par exemple. Nous allons faire une pause, nous allons aller au cadre légal et nous revenons avec notre invité par la suite. L'aide juridique est un service juridique offert gratuitement ou moyennant une certaine contribution aux personnes financièrement admissibles qui en font la demande. Chaque année, l'aide juridique permet à des milliers de Québécois d'avoir accès à la justice et de faire reconnaître leurs droits. La Commission des services juridiques est l'organisme qui est chargé de la loi sur l'aide juridique et sur les prestations de certains autres services juridiques au Québec. Elle s'assure que l'aide juridique demeure accessible à toute personne éligible qui en fera la demande. Pour bénéficier de l'aide juridique gratuite,
La situation personnelle doit correspondre aux critères d'admissibilité qui sont prévus par la loi sur l'aide juridique et sur les prestations de certains autres services juridiques et du règlement sur l'aide juridique. Les critères d'admissibilité sont les suivants. On doit tenir compte du revenu annuel, toutes les sources de revenus, CSST, SAC, assurance chômage, pourboire, la situation familiale, conjoint, enfant, la valeur de certains biens, les maisons, les REER, les épargnes, les liquidités, les économies et les placements. Toute personne qui reçoit de l'aide sociale, une prestation d'aide sociale ou de solidarité sociale autre qu'une prestation spéciale en vertu du programme d'aide financière de dernier recours prévu à la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, ou qui est membre d'une famille qui reçoit une telle prestation, est automatiquement admissible financièrement à l'aide juridique gratuite. Une vérification de l'admissibilité à l'aide juridique se fait uniquement au bureau d'aide juridique le plus près de sa résidence de la personne qui en fait la demande. Certaines personnes non admissibles à l'aide juridique gratuite pourraient y avoir droit en assumant une contribution financière. Les barèmes d'admissibilité pour le volet gratuit sont les suivants. Pour une personne seule, 13 306. Pour un adulte et un enfant, 19 948. Pour un adulte et 2 enfants et plus, 21 296 $. Pour un conjoint, 22 691. Conjoint et un enfant, 25 000 389. Conjoint et 2 enfants, 26 000 737. Certaines personnes non admissibles à l'aide juridique gratuite pourraient y avoir droit moyennant la contribution de 100 à 800 $. Il est donc important de vérifier si l'on peut avoir droit à l'aide juridique auprès du bureau d'aide juridique de son quartier. Donc, on sait que la Coalition pour l'accès à l'aide juridique a diffusé un communiqué à Montréal le 25 février 2015 concernant le report de la hausse des seuils d'admissibilité à l'aide juridique. Donc, c'est une problématique auquel la Coalition est intervenue. Exactement, parce que les seuils d'admissibilité à l'aide juridique, on a dit tantôt là, que ça faisait depuis de 82 jusqu'à dans les dernières années, ça n'a pas changé ou à peu près pas changé. Il n'y a pas eu vraiment d'arrimage finalement entre le salaire minimum et puis l'accès à l'aide juridique. Il y a eu comme un écartement. Un déphasement important. Exactement, c'est ça. Et donc, en 2013, à l'automne 2013, le gouvernement avait annoncé. Puis ça c'était au bout là, de plusieurs revendications puis de démarches, tant du barreau que de la coalition que de d'autres organismes, avait finalement annoncé que, en fin de compte, il y aurait cet arrimage-là entre le salaire minimum et puis l'accès à l'aide juridique. Et donc, tout le monde était heureux de ça, même si c'était pas vraiment... parce que c'est pas le salaire minimum à 40 heures semaine qui était proposé. C'était 35 heures par semaine de salaire minimum. Tu étais admissible à l'aide juridique. Et donc, tout ça, ça devait entrer en vigueur. On est en avril 2015. Ça devait commencer le 1er juin 2015, donc dans 2 mois. Et là, au mois de février, ce qu'on a su, c'est que le gouvernement actuel reportait cette hausse-là. Il la reportait au mois de janvier. Alors là, on ne comprenait pas pourquoi, parce que c'était annoncé, pas la loi, c'est un règlement qui avait été édicté, qui était en vigueur. Donc, pour la première fois depuis 1982, on avait une augmentation, là... Bien, je dirais substantielle, parce qu'il y en a eu des petites, mais pour une première fois, il y avait eu cette volonté-là de faire en sorte que les principes qui avaient œuvré à la naissance de la loi sur l'aide juridique soient préservés puis soient mis en force. Et là, donc, au mois de février, le gouvernement actuel a décidé de reporter ça pour 7 mois, en disant on n'a pas les moyens en ce moment, on va les avoir. En tout cas, on peut se questionner sur la pertinence de remettre ça. Nous, ce qu'on dénonçait, en anglais, il y a une expression, c'est justice delayed, justice denied en français. Donc, quand on remet les choses, il y a des droits qui se perdent. Il y a un déni de justice. Alors, c'est ça qu'on a fait savoir à la ministre de la Justice. Demain, ça n'a pas changé grand-chose, mais on s'attend à ce que, évidemment, la hausse des seuils qui devait commencer dans 2 mois, bien, au moins qu'elle commence le 1er janvier 2016, parce qu'à ce moment-là, ça va être en fonction du salaire minimum. Et de chaque année, ça va être indexé tout le temps, ce qui n'est pas le cas en ce moment. À toute fin pratique, aujourd'hui, ce sont que les gens qui sont sur l'aide sociale qui ont droit à l'aide juridique? Non, ça c'est pas vrai, parce que
Effectivement, les gens sur l'aide sociale ont droit à l'aide juridique, mais il n'y a pas juste ces personnes-là. Il y a les volets contributoires. C'est ça. En plus, en 1996, on n'en a pas parlé, mais le gouvernement a instauré le volet contributif qu'ils appellent à l'aide juridique, parce que d'une part, il y a le volet gratuit, donc les gens peuvent avoir les services d'un avocat sans payer, mais s'ils sont comme un petit peu au-dessus des barèmes, là, il y a 2 barèmes finalement, donc c'est selon leur revenu, à ce moment-là, ils peuvent avoir accès à des services d'avocat, mais en payant. Puis le montant, ça va de 100$ à 800$ maximum. Mais ça, les gens ne le savent pas parce qu'il n'y a jamais eu aucune publicité par rapport à ça. Puis pourtant, c'est très précieux. C'est un service qui vaut la peine. On a représenté des gens qui sont par exemple, qui reçoivent la pension de vieillesse ou le supplément de revenu garanti. À ce moment, eux autres, ils sont admissibles. Parce que présentement, pour une personne seule, là, c'est 16 300 $ par année. C'est peu, là, parce que c'est en dessous du seuil de pauvreté. Mais si vous faites plus que ça, c'est de 16 000 à 26 309. Là. À ce moment-là, bon, vous pouvez quand même recevoir des services juridiques qui ne sont pas gratuits, mais pour lesquels vous allez devoir débourser de 100 à 800 $. Ça peut paraître beaucoup d'argent. Mais effectivement, là, 800 $, c'est beaucoup d'argent, mais à l'échelle de ce que ça coûte puis ici, on sait à quel point ça coûte cher des services juridiques. Là. Bien, si au moins le maximum, c'est 100$ ou 200$, bien, c'est quand même ça de prix. Donc, c'est quelque chose qui devrait être publicisé parce que les gens ne le savent pas. Donc, les citoyens ont intérêt à vérifier leur admissibilité au niveau du volet contributoire. Et au niveau de l'accessibilité à l'aide juridique gratuite, nous espérons finalement là, que le gouvernement entendra la nécessité d'assurer la pérennité de l'aide juridique là, pour l'accessibilité à la justice. Mais outre les représentations que vous faites là, au niveau des barèmes, quelle autre représentation faites-vous là, pour favoriser l'accessibilité à la justice? Bon, donc, outre l'aide juridique, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a comme une mission d'éducation au droit parce que bon, il y a des gens qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique, mais on se dit qu'au moins, si on connaît nos droits, bien, c'est déjà une partie du problème là, de régler. Donc, ce qu'on fait au bureau, c'est qu'on va donner de l'information juridique aussi. On fait des ateliers. On fait ce qu'on appelle les jeudis de la justice, par exemple. Donc, des ateliers d'information. C'est ça, des ateliers d'information en fonction des besoins des personnes. Souvent, les gens veulent avoir des informations sur les testaments. Ça, il y a toujours, les gens sont toujours intéressés d'avoir des informations juridiques sur les testaments. Donc, on fait un atelier sur les testaments. Après ça, on va faire un atelier sur, par exemple, l'aide sociale. Aujourd'hui, il y en a un, c'est sur les personnes qui sont victimes d'agressions physiques ou d'agressions sexuelles et qui font des demandes à l'IVAC, à l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Donc, on a un avocat au bureau qui a comme une certaine expertise dans ce domaine-là. Il va raconter comment ça fonctionne, l'IVAC, quel genre de compensation on peut obtenir, parce qu'on sait que souvent, l'IVAC, là, les victimes d'actes criminels qui font des demandes, bien, souvent, ce sont des femmes qui ont été agressées sexuellement. Et donc, c'est un atelier qui porte là-dessus, sur comment faire une demande, puis il y a des délais, tout ça. Donc, on va essayer d'expliquer les bénéfices. Est-ce que vous donnez aussi de la formation et de l'information là, aux organismes communautaires là, qui vous êtes invités à participer à de la formation ou de l'information au niveau des organismes communautaires du quartier? Effectivement, on va donner soit qu'on va se joindre à un autre organisme, parce qu'il y a par exemple un organisme qui défend les personnes qui sont sur l'aide sociale, et eux, ils ont déjà comme une expertise, donc on va se joindre à eux et on va faire des formations en collaboration avec ces gens-là. On va faire mettons des ateliers sur, par exemple, un problème à Montréal, où j'imagine qu'à Laval, c'est la même affaire, le problème de punaise de lit. Là. Donc, ça, c'est... De salubrité au niveau des logements. Et là, donc, on se met en partenariat avec la clinique médicale de Pointe-Saint-Charles. Et là, on fait venir, par exemple, un exterminateur. Puis là, on explique c'est quoi là, les conséquences, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un problème dans un logement Donc, vous travaillez aussi en concertation avec les comités logements. Avec les comités logements, exactement, que ce soit à Pointe-Saint-Charles ou à la Petite-Bourgogne. Donc, on essaie d'être en partenariat avec les autres organismes, de répondre aux besoins qui sont exprimés par la population, puis d'essayer de contribuer à faire en sorte que l'accès à la justice soit plus que
juste d'aller devant les tribunaux et de faire des représentations dans un cas particulier. Donc, il y a comme le cas à cas, qui était extrêmement important, mais en plus, il y a la défense collective des droits à laquelle on essaie de répondre de cette façon-là. Ce serait important, je pense, à ce stade-ci, là, de briser le tabou là, que l'aide juridique, là, c'est une justice de pauvres et que finalement, la classe moyenne peut avoir accès à l'aide juridique, comme vous l'avez dit, par le biais là, du volet contributoire de la loi sur l'aide juridique, mais aussi peut-être en invitant la population à cette justice citoyenne-là que vous mettez de l'avant, à participer au grand rayonnement des organismes communautaires qui assument la défense et la promotion des droits en matière de santé, droits sociaux et droits du travail. Et je pense là, que votre organisme a une certaine expertise dans le domaine pour pouvoir aussi inviter les gens qui sont pas nécessairement au seuil de la pauvreté à avoir une plus grande accessibilité à la justice. Oui, bien c'est ça, dans le sens, avec le travail qu'on fait par rapport à la coalition, pour faire en sorte que plus de personnes possibles soient admissibles à l'aide juridique. Je pense que ça contribue à ça. Quand vous parlez de briser le tabou à l'effet que c'est juste pour les pauvres, l'aide juridique, d'une certaine façon, c'est vrai, mais en même temps, il y a tout l'aspect de ce que vous appelez le volet contributoire, contributif. Effectivement, il faut que les gens sachent, et les gens ont intérêt d'appeler, que ce soit à notre bureau ou à l'aide juridique en général, pour savoir est-ce qu'ils sont admissibles. Parce que, bon, il y a des exceptions, il y a des règles, tout ça, et les gens ont tout à fait intérêt à pas prendre pour acquis qu'ils n'ont pas droit. Ils ont peut-être droit, et c'est important qu'ils se renseignent par rapport à ça. Et dans au service juridique de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne, ce qu'on fait, c'est qu'avec l'éducation populaire qu'on essaie de faire, on essaie de faire en sorte que les gens puissent s'outiller pour, si jamais ils ne sont pas admissibles à l'aide juridique, au moins qu'il y ait comme un minimum d'informations juridiques qui puissent maîtriser pour faire valoir leurs droits puis aller de l'avant. Favoriser une plus grande accessibilité à la justice et l'émergence d'une véritable justice citoyenne à travers le Québec. Absolument, oui. Merci beaucoup. Donc, une première question que les citoyens peuvent se poser à la maison, c'est « Ai-je le droit à l'aide juridique? » Et donc, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a un maximum, même si on fait un salaire maximum, c'est de combien? Bien, c'est ça. Puis là, ça va changer là, sous peu, en fait, dans les prochains mois. Donc, on parlait du minimum, c'est 16 306. On comprend que c'est, par exemple, les personnes là, qui ont la pension de vieillesse avec le supplément de revenu garanti. Puis ça va jusqu'à 43 141. Ça, c'est pour les couples, les conjoints qui ont deux enfants et plus. Alors, ça donne une idée. Là, les gens peuvent penser que c'est donc, juste pour vérifier l'admissibilité. Exactement. Et deuxièmement, on a entendu au fil des émissions de justice citoyenne plusieurs organismes là, qui nous disaient qu'il y avait une espèce de dire qu'il n'y a pas de justice où les gens laissaient tomber certains droits parce que, par ignorance, finalement, d'un accompagnement. Et je pense que la clinique juridique de Pointe-Saint-Charles favorise finalement la prise en charge des citoyens et de sortir de cette espèce là, de nonchalance ou de défaitisme, de ne pas revendiquer ses droits. Et pouvez-vous peut-être lancer Mais je pense un qu'à message? tous les jours, on est témoin d'une personne qui est allé jusqu'au bout, qui a décidé de ne pas être abattu, puis de dire, bien, ça n'a pas de bon sens, cette situation-là que je vis, je vais la dénoncer, puis je vais obtenir justice. Puis souvent, on est témoin de cas ou d'exemples de personnes qui se sont tenues debout, qui ont été aidées, soit par des avocats ou par des organisations qui ont des compétences puis des connaissances dans certains domaines. Et puis, ils ont tenu leur bout, puis généralement, ils obtiennent justice. Alors, c'est sûr que c'est pas facile, mais en même temps, de voir toutes ces expériences-là au quotidien de personnes là, qui ne sont pas abattues puis qui se sont tenues debout, c'est encourageant. Et de façon collective. Donc, on revient souvent à l'émission sur ça, c'est l'agir ensemble. Il y a des organismes communautaires, il y a l'accompagnement, une prise en charge de ses propres droits, une connaissance de ses droits. Il y a multiples ressources
Et la clinique juridique est un exemple, clinique juridique communautaire de Pointe-Saint-Charles, est un exemple de partenariat, de solidarité qui s'est développé dans le quartier avec les organismes communautaires et pour la promotion et la défense des droits en matière de santé, des droits de travail et des droits sociaux. Et je pense qu'on peut aller vers l'émergence et favoriser dans cette étape-ci une justice citoyenne et vous continuez à faire ce travail. Au niveau de l'admissibilité à l'aide juridique d'une part et d'autre part avec votre contribution auprès des organismes communautaires. Exactement. Donc, nous vous remercions beaucoup d'avoir participé à l'émission et nous allons vous réinviter là, à la prochaine saison pour venir vous nous faire part finalement si on a été entendu sur l'accessibilité à la justice et la réforme des barèmes en matière de l'aide, d'admissibilité à l'aide juridique. Merci beaucoup, Maître Pau. En effet, merci. Bye-bye. Le régime québécois d'aide juridique a été mis sur pied en 1973. En plus de jouer un rôle important pour l'accessibilité à la justice, il permet de fournir aux citoyens de l'information juridique et constitue un service essentiel à l'établissement de notre État de droit. L'aide juridique est un service juridique public offert gratuitement ou moyennant une contribution aux personnes financièrement admissibles qui en font la demande. Chaque année, l'aide juridique permet à des milliers de Québécois d'avoir accès à la justice et de faire reconnaître leurs droits. La Commission des services juridiques est l'organisme chargé de l'application de la loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques au Québec. Elle s'assure que l'aide juridique est accessible à toute personne éligible qui en fait la demande. Une personne peut bénéficier de l'aide juridique gratuite si sa situation personnelle correspond aux critères d'admissibilité établis en vertu de la loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et du règlement sur l'aide juridique. On devra vérifier les critères d'admissibilité, le revenu annuel, la situation familiale, les valeurs de certains biens, ainsi que les liquidités. Toute personne qui reçoit une prestation d'aide sociale ou de solidarité sociale, autre qu'une prestation spéciale en vertu d'un programme d'aide financière de dernier recours prévu à la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, ou qui est membre d'une famille qui reçoit une telle prestation, est automatiquement admissible financièrement à l'aide juridique gratuite. Certaines personnes non admissibles à l'aide juridique gratuite pourraient cependant y avoir droit en assumant une contribution financière à cet effet. Une vérification de l'admissibilité à l'aide juridique devra se faire au bureau d'aide juridique le plus près de votre résidence, à toute personne qui en fait la demande. Si vous avez des questions ou des commentaires concernant la capsule d'aujourd'hui, nous vous invitons à nous les communiquer à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Vous venez d'assister à une autre émission de Justice citoyenne qui portait sur la loi sur l'aide juridique et l'accessibilité à la justice. La semaine prochaine, nous aurons la dernière émission de la saison qui résumera l'ensemble des thèmes que nous avons eu à parcourir durant cette émission. Nous vous invitons donc à nous faire parvenir vos questions pour que la semaine prochaine, nous puissions y répondre. Justice citoyenne est une émission qui nous concerne tous. Nous vous invitons donc à être là la semaine prochaine. Nous y serons.